Bienvenue à notre édition spéciale consacrée à l'Afrique et à son économie en mouvement. 2025 a été une année riche en événements marqués à la fois par des réussites économiques, des réformes, mais aussi des transitions politiques et crises qui ont secoué certains pays. Dans ce numéro du Grand Débat, nous allons tenter de décortiquer les faits marquants de l'année 2025 et envisager ce que 2026 réserve à notre continent. Nous aborderons l'économie, les investissements, les marchés financiers, mais aussi la gouvernance, la démocratie et les risques liés au coup d'État. Restez avec nous pour comprendre comment l'Afrique se transforme, quelles opportunités et défis se profilent à l'horizon avec nos invités du jour. Rivo Ratimal-Reissi, CEO de la rencontre des entrepreneurs. Bonjour Rivo. Bonjour Madigan, bonjour Adama, bonjour mes partageurs en tout cas et puis bonjour nos techniciens. Et également Adam Awad, directeur de publication de Financial Afrique. Bonjour Madigan, bonjour Rivo, chers auditeurs, bonjour. Pour tenter de faire cette rétrospective de 2005, 2025 tu veux dire? 2025. Oui, parce que 2005, du coup ça nous revient 20 ans en arrière. Donc, alors, je commence par Adama. Quels ont été les faits marquants de l'économie africaine durant cette année? Eh bien oui, voilà une question très intéressante, mais vous me permettrez, comme c'est la fin d'année, c'est les célébrations, de vous dire que l'un des faits marquants pour nous, pour Financial Afrique, c'est peut-être l'apparition des 100 personnalités, de la liste des 100 personnalités. Comme chaque année d'ailleurs, c'est une tradition maison. Comme chaque année, c'est de tradition. Donc, le meilleur ministre des Finances, le financier de l'année, le titre de l'année, et nous vous donnons rendez-vous à Banjul, en Gambie, le 22 et 23 janvier, pour les Financial Afrique Awards, la grande messe à laquelle vous retrouverez votre chroniqueur préféré, Rivo Ratimal-Reissi. Et donc, chers auditeurs, vous êtes tous invités. Avec toute l'équipe de Financial Afrique. Avec toute l'équipe de Financial Afrique, bien sûr. Vous retrouverez Amadigan, notamment. Je sais qu'il y a beaucoup de followers qui vous suivent aussi. Paraît-il. Nous serons au rendez-vous. Nous serons au rendez-vous en Gambie. Exactement. Alors, pour en revenir à la question. Alors, pour en revenir à la question, fin d'année oblige, moi, je me permettrai de vous donner ma lecture de cette année à travers trois auteurs qui ont traversé les siècles. Ibn Khaldoun, donc le grand savant de l'université de Kerouan à Tunisie, mais aussi Hayek, Frédéric Hayek, le grand économiste qui a écrit la route de la servitude, et une allemande sociologue, journaliste, Hannah Arendt, qui a écrit un petit peu sur le mal banalisé. Pourquoi je parle de ces trois auteurs? D'abord, Ibn Khaldoun, parce qu'il a dit que les temps de crise engendrent l'envie d'avoir des hommes forts. Donc, nous sommes en crise et partout en Afrique, il y a le déni de la démocratie, il y a le rejet même des libertés et il y a l'attente du Messie, du sauveur de la nation, du sauveur de la société. Les jeunes acclament les dirigistes et huent un petit peu les démocrates. Les coups d'État font légion. Donc, cette effervescence traduit la fin d'un cycle, le cycle donc de l'opulence démocratique qui a marqué l'Afrique de 2000, je dirais, à 2024, et ce cycle qui coïncide avec les matières premières. Donc, on a crié à un certain moment que l'ère des coups d'État est revenue. Les conférences nationales au début des années 2000 avaient servi de viatique pour les démocrates que nous sommes ou que nous ne sommes pas. Et aujourd'hui, étrangement, on se retrouve à acclamer le coup d'État. Donc, et pourquoi je cite Frédéric Hayek? Parce que c'est un grand économiste, libéral, et qui a dit que le dirigisme, trop de règles, trop de lois, finissent par anéantir la liberté individuelle, par entraver l'entreprise, par installer donc un totalitarisme étatique qui mène un petit peu à la servitude. Donc,
c'était son livre, La route de la servitude, et en quelque sorte l'appel à moins d'État et mieux d'État. Et là, aujourd'hui, on voit que les États veulent tout réguler, les prix du sucre, les prix du riz, imposer des taxes sur l'arachide. Donc finalement, on a trop d'États et pour moins d'efficacité. Et la troisième question, qui résume un petit peu mon année de l'Afrique, Hannah Arendt, parce c'est une Allemande qui a couvert le procès dans des grands tortionnaires de l'ère nazie dans les années 60 en Israël. Et elle avait été frappée par les réponses de Monsieur Eichmann, qui est le tortionnaire en question, et qui n'était pas animé forcément d'une intention de nuire, mais qui disait « j'ai obéi aux règles, j'ai suivi la procédure, c'est pas moi, c'était le système ». Donc, elle a dit finalement le mal, l'ennemi du mal, ou l'opposé du mal, ce n'est pas le bien, mais c'est le refus de penser. Donc, c'est un appel aux citoyens que nous sommes pour leur dire que la démocratie ne peut être parfaite que s'il y a de la citoyenneté. Et être citoyen, c'est non seulement payer ses impôts, c'est être contribuable, mais c'est aussi penser, c'est avoir ce pouvoir de dire non, c'est s'indigner, c'est aussi défendre la liberté. Donc, voilà un petit peu ce que je résumerai de cette année. Et je pense que l'un des phénomènes les plus marquants de cette Afrique, c'est la perte de liberté, des libertés individuelles, des libertés collectives. C'est le fait que, des études l'ont montré, les millionnaires africains ont tendance à quitter le continent. Et ils ne quittent pas parce qu'ils ne gagnent pas, ils ne font pas de profit, mais ils quittent parce qu'il y a de plus en plus une insécurité juridique. Et ce qui fait que beaucoup vont dans les Bahamas, au Canada, achètent des biens immobiliers partout, cherchent d'autres nationalités. Et ils ne sont pas les seuls à quitter, les jeunes. Ceux qui n'ont rien aussi quittent, prennent des pirogues, d'où ce phénomène migratoire. Donc voilà un petit peu mon année, peut-être c'est un peu pessimiste vu sous la lucarne de mon cher Rivo, mais c'est un petit peu ce que je pense. Rivo qui va nous donner son point de vue en tout cas, l'année 2025. Adama plantait le décor. Malheureusement, effectivement, on aurait aimé avoir une année beaucoup plus réjouissante, mais la réalité est là. Donc, moi, je développerai mon propos sur 3 points. Donc, premier point, effectivement, c'est l'événement politique. Adama a évoqué via les auteurs de moi qu'il a cités. Mais comment ne pas s'interroger, comment ne pas nous interpeller sur les différents coups d'État, en fait, demain qui a lieu, du moins les renversements de pouvoir après, en termes de sémantique, du moins à travers les continents. J'ai une pensée profonde demain pour mon île, pour la jeunesse, justement, qui s'est battue pour beaucoup de raisons, qui a pu finalement faire demain partir l'ancien régime. J'ai aussi une pensée émue pour les jeunes filles et les jeunes garçons de Tanzanie, qui ont été réprimés quand même, mine de rien. Une fois encore, c'est juste un fait. Donc toujours, nous sommes africains. Moi, je déplore à titre personnel toujours lorsque une vie finalement n'est pas épargnée. En tout cas, une répression féroce en Tanzanie. Mais nous, côté francophone, on a plutôt cette tendance à séparer quand c'est anglophone. Mais voilà, j'ai une pensée pour eux. J'ai aussi une pensée finalement pour les gens qui vivent finalement à l'intérieur de l'AES, qui rencontrent l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel, qui rencontrent réellement des difficultés de sécurité, du moins au Mali, avec les problèmes qu'on a pu tous voir sur les problèmes de carburant. Donc moi, je ne suis pas là pour dire qui est quoi, mais quand même, qui souffre, c'est la population. Donc Adama l'a dit tout à l'heure, et avec toutes les conséquences de moi qui vont, au Burkina, avec toutes les insécurités. Donc, l'événement politique, je pense, à Madjiguène et Adama, c'est quelque chose, d'ailleurs, pour un continent qu'on pensait guérir de tous ces démons. Puis en Guinée-Bissau, le coup d'État, pas coup d'État, on ne sait pas trop. Au Cameroun, quelqu'un qu'on a réélu avec l'âge qu'il a. En Côte d'Ivoire, bref, contestation. Vraiment, l'événement politique, je pense que peut-être on en parlera tout à l'heure, qui va faire aussi finalement l'année 2026. Qu'est-ce qui se passe? Et je pense que peut-être on aura l'occasion d'échanger. Adama a commencé à esquisser finalement des choses, mais je pense qu'il est temps qu'on s'interroge réellement en fait sur les causes. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément économique, c'est, comme on ne l'a pas évoqué, forcément l'arrivée du président américain Trump, avec ses histoires des droits douaniers, qui a, mine de rien, secoué beaucoup de pays africains,
les pays australes, les pays dans la partie australe de l'Afrique, qui exportent beaucoup en termes de tout ce qu'habillement, tout ce que produit manufacturé aux États-Unis, lourdement touchés. D'autres pays également, ça a beaucoup perturbé en fait, mais peut-être un mal pour un bien parce que il est peut-être temps de revoir, peut-être demain pour équilibrer les choses. Et le troisième élément, naturellement, c'est l'arrivée à la BAD quand même. C'est considéré comme un nouveau souffle, du moins du premier Mauritanien, mais avec une bonne expérience, j'espère, à la hauteur de l'attente, parce que les demandes de financer des projets, c'est maintenant en fait, et justement, il a été porté là pour pouvoir amener cette source de financement que je trouvais que les autres candidats n'avaient pas nécessairement en fait une visibilité en fait sur leur véritable valeur ajoutée. Et content finalement que ce que j'ai compris, c'est que c'est la première fois qu'un Mauritanien dirige la BAD. Et puis, Vous insistez beaucoup sur la nationalité, cher ami. oui, non, mais c'est quand même, voilà, donc je suis en face qu'on appelle ça d'un Sénégalo-Mauritanien, donc finalement, mais bon, voilà, donc moi, ce sont mes 3 points demain sur cette année. On évoquera certainement d'autres demain pour aller peut-être un peu plus en profondeur. Voilà un tableau quand même peint avec beaucoup de couleurs, mais avec des côtés beaucoup plus réjouissants que d'autres. Mais si on revient sur la croissance économique sur l'année 2025, quelles ont été les régions, selon vous, qui ont été les plus porteurs, les plus à même d'être mises en avant que d'autres? Voilà, paradoxalement, puisque souvent on a tendance à dire que ça va mieux chez les anglophones, c'est la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, je pense la zone la plus francophone après la France, qui a enregistré l'une des plus fortes croissances en Afrique, devant l'Afrique du Nord, devant l'Afrique du Sud, devant l'Afrique centrale. Donc cette zone, elle marche très fort, en dépit du fait qu'elle abrite, et c'est paradoxal, les pays de l'AES, Oui. l'Alliance des États du Sahel. Et cette zone, elle marche très fort et elle démontre quelque chose qui font d'elle d'ailleurs la Rolls-Royce de l'Afrique en termes macroéconomiques. Elle a un marché financier qui réunit 8 pays. Et si le Sénégal a réussi à tenir jusque-là, c'est en grande partie grâce à ce marché financier régional. On ne le dit pas assez. On nous a habitués, certains de nos économistes, à tellement critiquer le franc CFA qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière le franc CFA. Derrière le franc CFA, nous avons une union économique et monétaire ouest-africaine qui marche très fort, avec des politiques macroéconomiques convergentes grâce à une commission de l'union économique et monétaire ouest-africaine qui est basée à Ouagadougou. Et voilà, et grâce à une banque centrale qui édicte des normes, qui supervise le système bancaire, et grâce aussi à un marché financier qui fonctionne avec une autorité, l'AMF, l'autorité du marché financier, qui permet donc aux agents économiques publics comme privés d'emprunter et d'introduire leur société en bourse. Et je trouve que là, c'est vraiment, Lyon, c'est une belle Rolls-Royce, même si ceux qui l'empruntent l'ignorent. Mais on sent quand même que l'Afrique de l'Est, cette année aussi, n'a pas été un peu... Du reste, malgré d'importantes réformes économiques qui ont été imposées, notamment par le FMI et autres, est-ce que vous avez... En fait, l'Afrique de l'Est, c'est l'enfant gâté des statistiques et des prévisionnistes dans le monde. On la considère toujours comme une zone qui marche très fort. Et pourtant, si je vous disais qu'ils ont eu du mal, pas en 2025, mais en 2024, à ce que les États payent leurs cotisations. Donc, à ce que même le East African Community fonctionne très bien, ils n'ont pas de marché commun. Au contraire, ils ont chacun sa monnaie et Dieu veille sur tous. Ils ont une bourse, c'est la bourse du Kenya, la Nairobi Stock Exchange, qui marche très fort. Le Rwanda a préféré mettre en place sa bourse, mais ce n'est pas tellement la grande forme. L'Ouganda a sa bourse. Donc, moi, je pense que l'Afrique de l'Est a des atouts, c'est surtout sur tout ce qui est mobile money, donc la mobile banking, etc. Là, on peut dire que ça marche très fort avec l'expérience kenyane, Safaricom plutôt, qui a été précurseur de cette vague. Maintenant, l'Afrique de l'Ouest est en train de rattraper avec, depuis quelques semaines, le lancement du paiement instantané, pas encore des virements de masse, mais au moins des paiements instantanés.
Et je pense que ce n'est pas le responsable de la RDE, la rencontre des entrepreneurs, qui le dira que ça ne soulage pas les PME. Alors, Rivo, votre point de vue sur cette croissance économique des grandes régions africaines? Alors, je pense que je vais tourner différemment. C'est-à-dire que je répondrai à Adama tout à l'heure par rapport à son enthousiasme au niveau du CFA. Mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, en fait, Adama a évoqué en termes de son propos le fait que la démocratie, en fait, il y a une perte de liberté individuelle, collective. Je pense qu'il faut qu'on s'interroge. C'est-à-dire que depuis une décennie, de même une génération, on a toujours voulu faire une croissance. D'ailleurs, ta question est très intéressante. Dis voilà, quelle croissance, en fait, comment tu vois l'analyse de croissance? Mais si on analyse du moins d'un autre angle, là, Madjigal, si on regarde plutôt, quelle est la transformation que cette croissance a amenée au niveau de la population? Je pense que le vrai débat est là-bas. Parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis du moins une décennie, toutes les zones africaines, même la croissance est à tonnes. Par exemple, là, je regardais, on a peut-être l'occasion de parler, la croissance prévue par le FMI, la Banque mondiale pour la zone australe, c'est la zone la plus faible, autour de 1. La zone de l'Est, comme Adama a dit tout à l'heure, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais en tout cas, il prévoit en fait la zone où, du moins, il y a la plus forte croissance. Mais la question en fait qu'on doit se poser, c'est comment cette croissance a-t-elle transformé la vie de la population? Je pense que c'est là véritablement l'enjeu. On ne peut pas expliquer que des présidents qui restent pendant autant de temps, par exemple, on peut prendre par exemple l'exemple du Bénin. C'est ça en fait que je dis à mes amis béninois. C'est-à-dire, je dis, mais voilà, je m'interroge, j'essaie juste de comprendre. Le président actuel a fait, tout le monde reconnaît, bon, un excellent travail sur pas mal de choses. Mais je dis, mais je n'arrive pas à comprendre si quelqu'un qui fait un excellent travail, comment se fait-il en fait qu'il soit victime en fait d'une tentative de coup d'État comme il a été? Allons regarder les causes et non plus les conséquences. La même chose au Mali, la même chose au Burkina, la même chose à Madagascar, comme je l'ai dit tout à l'heure, la même chose en Guinée-Bissau, même si c'est un peu mitigé. Analysons en fait, c'est-à-dire que qu'est-ce que cette croissance a amené dans l'évolution de la population? Et en disant ça, malheureusement, pas grand-chose. C'est-à-dire, certes, il y a une amélioration de l'infrastructure. Par exemple, ici au Sénégal, si on revient par exemple au cas du Sénégal, la croissance ces 10 dernières années finalement apportée au Sénégal, effectivement, nous avons une meilleure infrastructure, BRT, TER, les autoroutes, mais est-ce que ça a fondamentalement amélioré la vie des Sénégalais? C'est-à-dire, quand j'ai dit en fait améliorer la vie des Sénégalais, c'est que est-ce que ça a fait baisser le taux de pauvreté? C'est-à-dire, est-ce qu'on a plus de gens qui sont lettrés? Est-ce qu'on a plus d'écoles? Est-ce qu'on a une meilleure école? C'est ça aussi la croissance, parce qu'une croissance qui ne se transforme pas, en entreprise, on dit qu'une croissance qui ne se transforme pas en cash, c'est pas du moins, c'est pas de la bonne croissance. C'est juste en fait une croissance factice. Et donc, je trouve que on devrait, en tout cas pour moi, c'est sous cet angle-là en fait à Madjigal. C'est-à-dire que malheureusement, la croissance telle que vantée, on dit voilà, j'ai 7%, j'ai 8%, j'ai 12%, même j'ai 15%. Je pense qu'il y a quelques pays qui du moins qui ont 15%, mais la croissance vous a-t-elle permis de transformer fondamentalement la trajectoire, du moins la trajectoire et le destin du moins de votre population? Et malheureusement, à mon grand désespoir, la réponse est non pour le moment. Parce que tous les pays qu'on peut citer, même la zone robuste qu'Adama a dit, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, la première puissance économique du moins de l'Afrique de l'Ouest, mais toute cette croissance a-t-elle réellement en fait transformé du moins la Côte d'Ivoire? Je me pose la question. Donc, c'est ça en fait pour moi. Donc, et puis, pour revenir par rapport au propos d'Adama, par rapport au franc CFA, effectivement, Adama, certes, tu as raison. Nous avons un marché intégré en Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, c'est la zone la plus intégrée. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais pour moi, je reste sur le fait qu'il y a davantage d'inconvénients que d'avantages. Effectivement, tu as évoqué un point, c'est vrai, c'est un vrai point, le fait que le Sénégal a pu se financer sur le marché sous-régional en attendant de ça, parce qu'il n'avait plus d'autres possibilités. Mais la question que je me pose, Adama, mais le Sénégal a-t-il réellement réglé en fait demain ces problèmes? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une opportunité qui est là. D'ailleurs, là, j'ai vu, avant de préparer l'émission, le dernier spread, en fait. C'est-à-dire que là, je pense que là, ils touchent désormais les alentours de 8%, du moins pour les emprunts, ce que le Sénégal n'a jamais fait. Ils ont systématiquement entre 5 et 6, entre 6,75. Voilà, les temps ont changé, effectivement. Mais ce que je dis juste, c'est que pour moi, je ne ferai pas le lien entre le fait que c'est le CFA, en fait, demain qui a sauvé le Sénégal. Moi, je parle de l'intégration économique. Oui, forcément. Oui, l'intégration économique. C'est financier. Très bien, ok. Même si c'est d'accord. C'est pas le CFA. Mais j'ai cru comprendre que finalement, que tu faisais une éloge encore. Non, je disais que nos économies se focalisent sur le CFA, mais derrière le CFA, nous avons des mécanismes, une convergence économique. Les 8 pays qui ont mis en commun leur trésor,
leurs excédents et leurs déficits, comme je le disais dans une émission antérieure. Et c'est du bénéfice pour ces 8 pays parce que c'est la preuve que l'union fait la force. Non, ça c'est sûr. Après, quelle union? Et pour rester sur ces unions économiques, un peu aussi sur des initiatives régionales qui ont été mises en place, si on vous demande lesquelles ont été les plus en vue cette année, vers quelle initiative vous alors, moi, en termes d'initiative, je ne vois pas beaucoup, mais en termes d'événements économiques, je retiendrai beaucoup de choses cette année à travers toute l'Afrique. Et des signaux positifs, par exemple, puisque vous avez évoqué le cas du Bénin, c'est l'introduction de la BIIC à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Donc, c'est une banque publique qui a été cotée en bourse. On applaudit des deux mains parce que, la banque accède au marché des capitaux. De deux, elle ouvre son capital aux agents économiques, aux béninois moyens, aux institutionnels qui viennent partager le fruit de la croissance. Donc, je pense quand même là, c'est un cycle vertueux. Et deuxième chose, c'est au Maroc, où on a l'une des plus grandes sociétés immobilières, SGTM, qui a été introduite en bourse et qui a levé vraiment des montants records. Et tout cela, ça participe de la vitalité et ça montre aussi qu'il y a des solutions endogènes à la croissance, à la recherche des capitaux, pourvu que les marchés soient bien structurés. Parce que la question fondamentale, elle se situe à ce niveau. On ne peut pas lever des capitaux, drainer l'épargne populaire, si on n'a pas des marchés efficients, bien gérés, avec des risques atténués, avec un régulateur. Et là, que ce soit au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan ou bien au niveau de la Bourse de Casablanca, bien sûr, je ne parle pas de Johannesburg, qui est la première bourse des valeurs mobilières africaines, qui est carrément dans un autre niveau. Mais je dirais que nous avons besoin de ça, des marchés, des capitaux forts. Et je m'attendais à ce qu'il y ait à ce niveau, à travers peut-être la ZLECA, ou bien à travers le projet d'interconnexion des bourses africaines, des avancées. Mais je dois le reconnaître, hélas, qu'en 2025, il n'y a pas eu trop d'avancées. Il y a eu des événements intéressants, mais il n'y a pas eu trop d'avancées. Et selon vous, qu'est-ce qui fait que ça coince un peu? Parce que c'est quand même des initiatives qui ont été annoncées à grande pompe. Donc, qu'est-ce qui fait que des années après, ça ne marche toujours pas? Mais Adama vient de l'évoquer, je pense que le temps change. C'est-à-dire qu'il faut plus s'attendre en fait à ce que les grandes décisions en fait puissent prendre au niveau macro, au niveau des grandes institutions style l'Union africaine. Si on attend que l'Union africaine bouge, on va jamais bouger. Adama vient d'évoquer effectivement l'introduction en bourse de ces deux sociétés. Je peux même rajouter, le Bénin est le premier à avoir introduit en bourse leur loterie nationale. Voilà, tout ça, en fait, ça fait partie d'une dynamique, mais notre problème en Afrique, c'est pas encore perceptible à l'œil nu, ou du moins c'est tellement isolé qu'on ne peut pas en fait le juger. Donc, ça demande en fait effectivement à que ça soit amplifié. Et justement, le rôle de ces institutions, pour moi, Madjiguène, justement, c'est d'amplifier, augmenter les communications. Je pense que j'ai lu, est-ce que c'est dans le Financial Afrique, j'ai lu la BOAD. Ils n'ont jamais, c'est-à-dire que qu'on appelle ça leur engagement. Je pense qu'ils ont dépassé les 10 trilliards en termes d'engagement. 10 trilliards, c'est quoi, combien? Ça fait 10 000 milliards, en fait, du moins de francs CFA en termes d'engagement. Ça, par exemple, ça, oui, c'est-à-dire que si la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, s'est engagé pour du moins 10 000 milliards, c'est qu'en fait, ils ont financé des projets PPP ou du moins partenariat public-privé ou d'autres engagements. Donc, il y a des choses, en fait, du moins qui bougent. Mais le problème, c'est que c'est chacun de son côté. Au Maroc, à Johannesburg, à Dakar, à Abidjan, en Afrique centrale. Et par exemple, là, peut-être pour rester sur l'Afrique centrale, bizarrement, on n'a pas évoqué l'Afrique centrale. On a fait l'Afrique du Sud, on a fait l'Afrique de l'Est, on a fait l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, mais pas l'Afrique centrale. Qu'est-ce qui se passe en Afrique centrale, par exemple? Et aussi là-bas, où est-ce qu'ils en sont? Modestement, je n'ai pas beaucoup d'informations comment ça bouge en Afrique centrale. On est plus, en fait, l'actualité, je voulais dire, en fait, a été noyée par les activités, du moins par l'actualité politique, malheureusement. Et là, peut-être on parlera tout à l'heure, parce que j'imagine que tu vas poser la question par rapport aux investisseurs en termes de risque, parce que c'est ça, Adama, à l'entente de son propos, a parlé des millionnaires africains qui quittent le continent, que je peux comprendre. Je ne soutiens pas, mais que je peux comprendre. Parce que, à arriver à un certain niveau,
la stabilité quand même est quelque chose de fondamental. Mais je ne mets pas tout le monde, du moins, dans la même catégorie. C'est-à-dire que je ne mets pas dans la catégorie ceux qui pillent et qui rapatrient leur argent ailleurs. Et les vrais entrepreneurs, effectivement, c'est que c'est le fruit de leurs efforts. C'est normal, finalement, que du moins qu'ils puissent le protéger. Et ça, c'est quelque chose, en fait, d'universel. Que vous soyez japonais, que vous soyez américain, que vous soyez chinois, tout ce que vous voulez, toutes les personnes voudraient protéger leurs actifs. C'est ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, qui fait le succès de Dubaï. Et ça, peut-être qu'il faut dire aux jeunes, à nos politiciens, le succès de Dubaï aujourd'hui, c'est qu'ils vous proposent en termes d'environnement stable. Quand ceux qui partent à Dubaï, ils disent, OK, tout est stable. Il n'y a pas de variation en termes de... Il n'y a pas de changement brusque en termes de fiscalité. Il n'y a pas de changement rapide en termes de règles. C'est la stabilité. Donc, vous pouvez vous projeter. Donc, véritablement, je trouve que ça bouge, mais ce n'est pas encore perceptible, en tout cas à l'œil nu. Il y a vraiment des très bonnes initiatives. Là, on peut encore, moi, je peux encore en trouver d'autres, mais ce n'est pas visible à l'œil nu parce que ce n'est pas en fait agrégé et ce n'est pas mis en valeur parce que c'est isolé. Et pour en rester sur ces entrepreneurs locaux, comment est-ce qu'ils se portent actuellement? Et même pour les investisseurs internationaux, est-ce qu'ils arrivent à investir en Afrique actuellement, malgré tous ces problèmes-là? Donc, je vais parler du Sénégal parce que si ta question, c'est le Sénégal. Je ne peux pas parler du Bénin, du Mali parce que je ne peux pas... Elle a posé une question sur l'Afrique. À moins que vous ne veuillez répondre. D'accord. Donc, sur l'Afrique, justement, j'ai dit, en fait, pour que ma réponse soit la plus pertinente, j'espère, possible, je ne peux pas parler du moins d'Angola parce que je ne suis pas en Angola. Je ne connais pas les entrepreneurs angolais. Donc, je vais parler modestement du Sénégal. Désolé peut-être de faire le focus sur le Sénégal. Aujourd'hui, clairement, nous sommes dans une situation morose. Très morose même, pour ne pas... voilà. Les entrepreneurs n'ont pas une visibilité par rapport à leur activité économique. Certaines activités, certains secteurs sont complètement à tonne, comme par exemple aujourd'hui au Sénégal, c'est connu de tout le monde, le secret de BTP, et toutes les chaînes, toutes les filières qui sont affiliées à ce secteur-là. C'est une réalité, demain pour beaucoup de raisons. Donc ces entrepreneurs-là, à Madjiguène, qu'est-ce qu'ils font? En fait, vous n'êtes plus dans une dynamique d'investissement, vous êtes plutôt dans une dynamique d'attente. Et c'est ça qui n'est pas bon, parce que vous êtes une dynamique d'attente, ça veut dire que vous n'allez pas recruter. C'est-à-dire que vous n'allez pas consommer. C'est-à-dire que votre trésorerie, vous êtes plutôt en fait dans une dynamique du moins de thésauriser en fait votre trésorerie finalement, du moins que de l'investir. Donc c'est ça aujourd'hui, par exemple, la situation là où nous sommes au Sénégal. Par exemple, c'est pour ça que je dis, je ne peux pas par exemple me prononcer pour le Mali, ni pour la Côte d'Ivoire, parce que moi je n'y vis pas. Mais par exemple, la situation actuellement au Sénégal, c'est ça. Les autorités font de leur mieux pour relancer la machine, pour trouver en fait des angles, mais c'est compliqué. Mais donc aujourd'hui, l'investissement, la dynamique de l'investissement, c'est-à-dire qu'on a fait FI Sénégal cette année, pour ramener le Forum Investir Sénégal, pour essayer justement d'expliquer aux personnes qui s'intéressent à la destination du Sénégal qu'il faut venir investir au Sénégal. Mais force est de constater qu'on n'a pas, je veux dire, il n'y a pas un vrai projet enthousiasmant ou du moins grandiose qui est sorti de terre, qui fait dire à tout le monde, ok, tiens, moi aussi finalement, je vais suivre le projet. Le cadre n'est pas très attractif. Oui, parce que nous sommes dans une situation économique en fait très difficile à cause justement du moins de notre problème budgétaire. Donc l'État n'a plus de marge de manœuvre. On a une dette intérieure demain qu'il faut régler. On a une dette extérieure demain qu'il faut régler. On a une dette sous-régionale demain qu'il faudrait régler. Ouais, donc il y a déjà 3 niveaux de dette en fait demain qu'il faut régler, sans compter les dettes du moins extra-budgétaires finalement demain qu'il faudrait régler. Donc pour répondre clairement à ta question, l'entrepreneur sénégalais, il nous fait encore rien. C'est très empirique que je dis. Je n'ai pas fait un sondage de manière scientifique pour interroger un échantillon, mais dans mon quotidien, tout ce que je croise, c'est expectative. On attend. On n'investit pas, on attend. D'accord. Alors, Adama, dans un cadre beaucoup plus macro, est-ce que cette perspective est la même sur le reste de l'Afrique? Oui. Oui. Et encore là, puisqu'il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de sondage et tout, on ne peut se fier donc qu'à son environnement, à ce qu'on rencontre. Moi, je prendrais pour illustrer la situation macroéconomique du continent, peut-être une actualité. C'est le groupe Dangote qui avait annoncé un investissement de 9 milliards de dollars au début pour construire sa raffinerie et qui s'est retrouvé à la fin avec 20 milliards de dollars. Donc, il y a problème.
Et finalement, ce même groupe qui licencie 1000 Nigérians pour embaucher 2000 Indiens. Alors là, il y a un problème. Productivité, c'est toujours la même histoire. Productivité africaine versus le reste du monde. Et aussi le fait que peut-être les législations du travail, etc., sont à revoir. En tout cas, moi qui défends le libre entreprendre, j'ai été interpellé par cette nouvelle. Et deuxième aussi nouvelle qui m'a interpellé, au-delà de la dette sénégalaise, bien sûr, qui aujourd'hui pose un vrai problème, puisqu'il suffit de voir comment les agences de notation ont dégradé le pays. Il suffit de lire toutes les spéculations faites sur cette dette, qui est tombée à son plus bas en termes de spread, justement, qui se négocie pratiquement à la surface où on considère qu'une dette, elle est devenue insolvable. Ouais. Le FMI qui est dans Voilà. l'expectative. Le FMI qui refuse, Qui ne réagit pas non plus. qui refuse même d'abréger nos souffrances en signant cette reconduction de la ligne budgétaire. Et là, je vous dis une chose, n'oubliez pas que tout était parti de là. Quand le Premier ministre avait dit qu'il y a dette cachée, c'est là que le FMI a dit « je suspends ». Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut juste que le FMI reprenne. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il ne fallait pas révéler les dettes cachées? Puisque finalement, on n'a pas obtenu un gain de ces révélations. Donc, peut-être, c'est une leçon pour toute l'Afrique. C'est que la transparence, elle est régulée, elle est codée. Et on ne peut pas dire, même si c'est la vérité, tout ce qu'on veut, sans tenir compte du timing, sans tenir compte aussi des gains escomptés. Peut-être si on n'avait rien dit, c'est-à-dire si on avait fait abstraction de cette réalité, on n'en serait pas là. Puisque la finance, finalement, ce n'est pas la réalité qui compte, c'est la perception. Comme en marketing. Comme en marketing, comme partout. Donc peut-être dans nos écoles de pensée africaines, il faudrait donner à la perception la place qu'elle mérite et arrêter de dire qu'on va créer une agence de notation pour nous-mêmes. Il faut tenir compte de la perception. Mais l'élément fondamental, réellement, en Afrique centrale, c'était l'introduction en bourse de BGFI, qui est la plus grande banque d'Afrique centrale, une banque gabonaise, mais un événement qui a été retardé par une procédure judiciaire, etc. Mais là, les choses rentrent dans l'ordre. L'autre élément aussi par rapport, et pour finir, par rapport à l'Afrique centrale, c'est justement les relations entre cette zone, cette deuxième zone CFA, et le FMI, des relations très tendues, puisque le Gabon n'a pas encore pu signer son programme avec le FMI, et il y a eu des écrits ici et là qui disaient que le Gabon constitue le grave corps malade aujourd'hui de la zone CEMAC, et ça impacte la Centrafrique, le Cameroun, le Tchad. Donc tous ces pays-là aujourd'hui sont en difficulté économique avec aussi des endettements très élevés. Et finalement, je me demande, est-ce que 2026 ne va pas signer le retour en force des cas de faillite de certains de nos États? C'est un risque à craindre. En tout cas, aujourd'hui, c'est de l'ordre de la spéculation. Mais les tendances montrent que les taux d'endettement sont très élevés et certains pays auront forcément besoin, de manière urgente, de programmes avec le FMI, de décaissement avec le FMI pour pouvoir faire repousser les murs de la dette. Le Sénégal, par exemple, je pense, doit faire face au paiement d'un eurobond dès le mois de février. Donc, il serait bienvenu de signer aujourd'hui avec le FMI pour pouvoir prendre du cash en dollars et rembourser ces dettes. Parce que le problème, c'est que le remboursement de la dette extérieure elle est doublement douloureuse. D'abord, il faut avoir cet argent, il faut le convertir, il y a le risque de change et elle se fait en dollars. Et nous, de l'autre côté, nous devons avoir au minimum 3 à 4 mois de réserve d'importation de nos denrées de base. Et la BCEAO y veille comme du lait sur le feu. Donc, les pays ne faut pas dégarnir nos réserves de change. Donc, on comptait sur le FMI pour pouvoir faire reculer, freiner ce mur de la dette qui approche à grands pas.
Mais ce que vous venez de dire relance la question de la dette africaine. Est-ce que les États africains doivent continuer à s'endetter? Vers qui s'endetter? Parce que là, on avait les FMI, les autres organismes internationaux. Maintenant, il y a la Chine qui se place comme un nouveau partenaire de l'Afrique. Comment est-ce que vous voyez cela un peu? Mais en fait, est-ce que l'Afrique doit continuer à s'endetter déjà? la dette en elle-même, pour moi, c'est pas une question de la dette, mais qu'est-ce que vous faites de la dette? C'est ça, en fait, la vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas, à part quelques États comme l'Algérie, je pense qu'eux, ils ont quasiment pas de dette, mais... Elle vient de s'endetter auprès de la Banque africaine de développement. Très bien, voilà. Donc, Adama vient de donner l'information. Voilà, très bien, ok. Donc, ce que je veux dire, c'est que la dette en elle-même, en fait, pour moi, c'est pas le problème. Mais qu'est-ce qu'on fait de la dette? En fait, c'est un financement. Comment vous faites en sorte que cette dette-là, en fait, puisse être, en fait, rentable? C'est ça, en fait, la chose. Mais le problème, c'est que quand nos pays s'endettent, c'est vrai, ils s'endettent, en fait, pour les infrastructures. Et les infrastructures, à la base, ne peuvent pas être monétisables. D'accord? Ils s'endettent pour mettre en place, du moins, les hôpitaux. Les hôpitaux, il faut qu'on puisse réfléchir, en tout cas, j'imagine, dans la pensée, un accès universel. C'est-à-dire que si on construit que des cliniques, il va y avoir un problème. Nos pays prennent l'argent pour investir dans l'éducation. D'ailleurs, on se pose toujours la question, où part l'argent? Pour avoir une meilleure éducation. Donc, comment monétiser ça, en fait? Et c'est là où, effectivement, où les pays devront, pour moi, en fait, entamer, nos pays africains, une réforme de fonds structurelle, mais qu'aucun d'entre nous, en fait, qu'aucun d'entre eux n'a jamais fait jusque-là. Je m'explique. Quand vous regardez, en fait, la structure de nos pays, c'est quoi? Globalement, elles sont, pour moi, les structures, donc, elles sont spécifiées par deux choses. Un, une bureaucratie pléthore. C'est-à-dire que, Adama l'a évoqué aussi à l'entame son propos, décidément, Adama a tout vu. Ça y est, on se Donc, fin 2025. Donc, une bureaucratie pléthorique, c'est-à-dire que pas réformée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout à la hauteur par rapport à notre budget, c'est-à-dire que, à la limite, comme j'ai eu l'occasion de dire ici, si on a une bureaucratie de moins de ce niveau, mais vous avez un service incroyable, il suffit juste de demander à chacun d'entre nous pour faire un passeport, pour faire le renouvellement de sa carte d'identité, pour obtenir juste un papier pour les enfants, c'est la croix et la bannière. Oui. Donc, ça, pour moi, c'est une première réforme structurelle. Et deuxième chose, je trouve qu'on n'a pas beaucoup évoqué cette année, mais il faudrait peut-être l'année prochaine évoquer, c'est la technologie, l'innovation. C'est-à-dire que quelle est la place de l'innovation, justement, pour transformer justement le bien-être du moins de chacun d'entre nous. Donc, c'est ça en fait, du moins pour moi la question, du moins qu'il faudrait qu'on se pose en fait à Madjiguène. Donc, c'est-à-dire que nous devons en fait, sur ce continent, entamer des réformes. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, par exemple, là, si on revient un peu au Sénégal, et d'ailleurs quand on regarde les différents pays, quelles réformes ont-ils réellement en fait entamées? Et quelles réformes courageuses? J'ajoute courageuses. Parce qu'on peut faire des réformes, oui, pour faire plaisir, etc. et tout, on le fait. Mais quelle réforme courageuse? Donc, moi, c'est cette transformation, en fait, que je réclame de mes voeux. Depuis, mais malheureusement, je ne suis pas ministre ni décideur. Mais ça va arriver. Non, c'est le mal que je me souhaitais à demain. Non, je vais rester un simple chroniqueur chez Financial Afrique, ça me suffit largement et j'en suis honoré d'ailleurs. Votre avis sur cette dette-là? Alors, moi, je pense que cette dette, elle est nécessaire, c'est un mal nécessaire. Et comme a dit Rivo, il y a le bon et le mauvais cholestérol. Voilà. Le vrai problème, c'est quel est l'emploi de cette dette? Si c'est pour financer les infrastructures, j'applaudis dès demain, parce que moi, je pense qu'on ne peut pas se développer sans infrastructure de base. C'est le bon sens, sans service de base. On ne peut pas se développer sans eau potable, sans la fibre optique, sans les routes, sans de l'énergie, sans un kilowattheure qui est suffisamment compétitif pour permettre le processus d'industrialisation. Ceci étant, on peut quand même voir comment on contracte cette dette. Les eurobonds coûtent cher, ça on le voit tout de suite. Les taux aujourd'hui, c'est 9-10% pour un pays qui a la nomenclature de la Côte d'Ivoire. Donc c'est très élevé. Un pays comme la Grèce, qui n'est pas la meilleure note de l'Europe, arrive aujourd'hui à emprunter autour de 3%. Donc ça veut dire que structurellement, nous avons des
des structures d'endettement qui sont exponentielles et qui poussent un petit peu à la faillite. Parce que quelle est l'activité humaine qui puisse, inflation tenir en compte, aléa tenir en compte, dégager une rentabilité nette de 7%, de 8%, de 9%. Même l'or, puisque nos frères maliens et ceux des pays de l'AES sont les deux grands exportateurs de l'or. Et pour autant, on le voit bien qu'ils n'ont pas cette même croissance ou cette rentabilité. Donc, il y a besoin urgent pas de réformer l'architecture financière. Je le vois un peu dans tous les panels de 2025 et je me dis, bon, ça meuble la galerie. Mais pour moi, les réponses doivent être endogènes. Pas par populisme, mais par nécessité. Et aussi l'Afrique a le potentiel aujourd'hui de créer un marché de la dette. Et encore une fois, je m'excuse de l'apologie puisque vous me l'avez un petit peu accusé dès le début du franc CFA. Mais moi, je pense que la réponse, elle est là, elle est devant nous. La réponse, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle l'a démontré. C'est possible, il suffit juste de nous mettre ensemble pour pouvoir dégager de la marge en interne, pour pouvoir dégager un marché de capitaux qui puisse nous financer nos infrastructures, puisque la BOAD que vous évoquez, qui est justement la Banque ouest-africaine de développement, c'est la banque de l'UEMOA. La BOAD a ouvert son capital à d'autres pays, à l'Allemagne, etc. Je pense à la KfW et à d'autres institutions de développement, mais aussi elle a contracté une dette subordonnée auprès de la Banque arabe pour le développement de l'Afrique. Donc, ça lui a donné plus de capacité pour lever de l'argent, plus donc de capacité pour intervenir sur le marché, pour financer. Et cet exemple aussi de la BOAD montre qu'on peut s'endetter autrement. Donc là, le problème, ce n'est pas la dette, c'est comment on s'endette. Et le Sénégal aujourd'hui, par contre, tout comme d'ailleurs la plupart de nos pays, m'inquiète parce que j'ai l'impression que c'est des endettements forcés. Et c'est des endettements qui viennent plus pour financer le fonctionnement de l'État que pour financer l'investissement. On peut également parler de la Banque africaine de développement, SOCIDIOLTA, qui a levé 11 milliards de dollars auprès du guichet concessionnaire. Je pense que c'était hier. Oui, du Fonds africain de développement. Effectivement. Alors là, pour moi, il s'agit d'une rupture déjà quantitative comparée à la dernière reconstitution. Il s'agit aussi d'une rupture symbolique puisque ceux qui sont venus dans cette reconstitution, nous avons le fonds de l'OPEP, par exemple, qui n'est jamais venu. Nous avons la BADEA, justement, la bien nommée, qui est venue. Et nous n'avons pas l'Amérique et l'USAID. Donc, vous voyez la rupture. Autant le président américain Donald Trump a dit que oui, nous mettons en termes à nos structures d'aide au développement, dont l'USAID, autant on vient de trouver, en période de crise, qu'il y a d'autres alternatives. Et ces alternatives, peut-être on vient à peine d'en explorer le centuple, parce que là, on se tourne vers les pays arabes, mais il y a aussi d'autres pays. Mais surtout, il y a les pays africains, il y a ce vaste marché inexploité qui est l'Afrique, du nord aussi, des destins ouest. Mais est-ce que c'est profond? Non, en fait, je pose la question d'abord, est-ce que le marché est réellement profond? Parce que ça aussi la question. Oui, alors, le marché profond, c'est une construction d'esprit. Le marché, il se construit. Nous avons l'UEMOA, modeste. Un marché modeste, 130 millions d'habitants, mais qui a montré que en mettant en connexion l'offre et la demande de capitaux, on peut faire 130 millions d'habitants, on peut multiplier peut-être par 50 la capacité du marché. L'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants, du nord au sud. C'est surtout de grands pays qui sont très avancés, comme l'Afrique du Sud. Hein. Oui. Mais le problème, comme tu sais, excuse-moi, je ne sais pas si tu as fini, mais voilà. Donc, en fait, pour rebondir juste, c'est qu'en fait, le problème de ce marché-là, en fait, c'est plutôt un marché qui est destiné, en fait, à l'État. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui, par exemple, vous êtes une entreprise aujourd'hui,
pour accéder aux capitaux, parce que c'est ça dont il s'agit. C'est-à-dire, OK, aujourd'hui, moi, je suis une entreprise A, je voudrais en fait demain des capitaux. Tu me diras, OK, certes, il y a la BRVM, mais la BRVM, c'est à part en fait. Ce que je dis, c'est que... Non, mais la BRVM, il y a des comportements. Effectivement. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que le marché que tu cites, en fait, c'est plutôt en fait un marché demain pour notre État, en fait, demain pour se financer. Mais manifestement, là, maintenant, par exemple, avec le cas du Sénégal, on a bien vu finalement que c'est essentiellement des banques, essentiellement les banques de la place, en fait, demain qui souscrivent en fait à les OAT et puis à les BAT, en fait, demain émises par le Sénégal. Et pareil aussi, demain pour les autres pays. Ou du moins les organismes, est-ce que je ne sais même pas si les assureurs ou les organismes de prévoyance également, finalement, peuvent souscrire. Oui. Moi, mon point, c'est, pour moi, c'est une décision politique. C'est-à-dire qu'on se pose la question, est-ce que c'est une décision politique? Mais une décision politique, il faut que ça soit assumé. C'est-à-dire qu'à partir du moment, comme c'est le terme à la mode, du moins du souverainisme, moi c'est ça un peu à la mode, il faut qu'on s'assume. Excusez-moi. Ok. Non, mais en fait, comme c'est à la mode, je ne dis pas que c'est... En fait, voilà, en termes, je n'ai jamais compris. Ah d'accord, très bien. Donc en tout cas, comme c'est quelque chose en fait qui est utilisé... C'est l'intérêt général Je ne sais pas, peut-être que je vais à la question. C'est la poursuite de l'intérêt général. Je ne suis pas le politicien qui a popularisé ce mot à demain, donc il faudrait le reposer. C'est-à-dire que moi, je dis juste finalement que ce mot-là est un mot, peut-être à toi, dans ton niveau, qui est galvaudé, peut-être, j'en sais rien, qui est utilisé. Mais qui a l'air de vous séduire, cher ami. Non, c'est-à-dire que quand je regarde les Chinois, les pays quand même, ça aussi peut-être on parlera tout à l'heure, quand même, ils ont quand même sorti 1 trilliard de dollars, 1000 milliards de dollars d'excédent commercial avec le monde, malgré les sanctions des Américains. C'est incroyable, c'est-à-dire que ce que les Chinois font, ici j'ai l'occasion de le dire ici, nous on a l'impression qu'on réinvente la roue. La Chine, il y a 35 ans, 40 ans, était comme nous. Comment la Chine a fait 40 ans après soit devenue telle qu'elle est? 1000 milliards d'excédents commerciaux. Malgré les sanctions des Américains, on leur a fermé partout. Demain, je ferme la parenthèse. Ce que je dis juste à Adama, c'est que d'abord, c'est une décision politique. Il faut qu'on s'assume. À un moment donné aussi, l'argent, il faut qu'on le trouve. Le Sénégal, il y avait des lignes de moins de milliards. Ici, on avait fait, il y avait plusieurs, les eurobonds, 1 milliard, 2 milliards et ainsi de suite. Est-ce que le marché... Par exemple, là, si on parle, moi je suis d'accord avec toi sur le principe, demain pour qu'on soit bien d'accord, l'union fait la force. Maintenant, il y a des théories économiques. Je ne vais pas m'avancer parce qu'il y a des théories économiques. C'est-à-dire que dans les zones optimum, est-ce que ça marche? Par exemple, là, on regarde bien avec la zone euro. La zone euro ne marche pas. C'est-à-dire que qui peut dire aujourd'hui que la zone euro marche? Forcément, à la marge, il y a des choses, on peut mutualiser à gauche et à droite, mais en termes économiquement parlant, la France, quand on regarde, par exemple, pour rester 2 secondes là-dessus, quand tu regardes la trajectoire de la France et la trajectoire de l'Allemagne avant et pendant en euro, la France avait des excédents dans les années 2000, l'Allemagne était déficitaire, 15 ans après ou 20 ans après, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que l'euro, c'est en fait c'est la monnaie allemande, en fait, qui ne convient pas à la France et qui ne convient pas à la compétitivité de la France et qui ne convient pas non plus, par exemple, à la compétitivité des pays comme l'Italie, demain comme l'Italie. Je ferme la parenthèse. Donc, la force, demain, nous sommes d'accord sur la force, mais justement, on demande à nos économistes justement peut-être de sortir de leur chantier, demain les chantiers battus. Pondez-vous une nouvelle théorie économique qui ne fait pas référence au libéralisme, parce que là, il y a quelque chose. On sait qu'il faut qu'on s'unisse, mais sur quelle base on doit s'unir? Aujourd'hui, effectivement, là, tu as évoqué les critères de convergence, en fait, demain qu'on a finalement, demain c'est la zone euro. C'est exactement la même chose que les critères de convergence, demain c'est la zone euro. Exactement. Et pourquoi on les a copiés dessus? 3%, on ne comprend pas pourquoi pas 2, pourquoi pas 1, pourquoi pas 10, 3%. En termes de réserve, en termes de taux d'endettement, pas au-dessus de 70%. Tout ça, pour moi, c'est ridicule. Mais je te suis parfaitement, allant vers l'union. Mais sur quelle base? C'est comme les autres font. Les Chinois, eux, ils ont fait le pari d'être seuls, du moins pour beaucoup de raisons. Et je note juste en fait... Mais la Chine, c'est un continent. Effectivement, mais quand tu regardes... la même trajectoire coloniale que nous, qui avons été fragmentés en 50 ans. Mais n'oublie pas, Adama... Eux, ils ont réussi à garder leur unité et c'est ce qui fait la différence. Mais Adama, n'oublions pas non plus, ils ont à peu près le même trajectoire que nous pour moi. Comparaison, les parisans. Est-ce qu'ils étaient colonisés ou pas? Oui, par le Japon. Ils l'ont été. Oui, par le Japon. Est-ce qu'ils ont été humiliés ou pas? Oui. C'est pas important. Non, mais parce que nous tous, nous Africains, on a vécu tout ça, mais je pose toujours la question. Dans les années 90, quand on était étudiants, quand on parlait des produits chinois, tout le monde se moquait d'eux. 35 ans après ou 40 ans après, aujourd'hui, quand on parle des produits chinois, ils vont être les premiers producteurs de véhicules électriques désormais au monde. En Europe, on sait qu'un véhicule sur 3 sera désormais chinois. La technologie, ils les maîtrisent. Ils ne font plus, c'est-à-dire qu'ils regardent droit dans les yeux. Aujourd'hui, la bataille des chips, les puces,
incroyable. Je ne sais pas si vous suivez c'est incroyable. Les Les semi-conducteurs, c'est incroyable. C'est une bataille hyper stratégique parce que c'est autour de ça qu'on développe Tu vois ou pas? C'est-à-dire que les gens s'endettent pour ce type d'investissement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La Chine dit, OK, nous, on va s'endetter parce qu'il y a ça aussi, hein, la dette de la Chine. C'est vrai qu'eux, ils ne publient pas, mais ils ont beaucoup. C'est une économie qui est reposée sur beaucoup d'endettement. Ah, yuan. Voilà. Mais ils ont, en fait, ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont quasiment, c'est juste une question de temps, la première puissance économique mondiale en termes d'innovation, en termes de tout, en fait, ils sont désormais le numéro 1. Maintenant, nous, on regarde les pays africains. C'est une décision politique. Deng Xiaoping, tous ceux qui sont aussi, Hu Jintao, Xi, et puis tous ceux qui ont suivi, ils ont une planification. Et c'est là que j'ai dit, en fait, ce que nous, la dette, comme tu as dit, tu as évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait de la dette? C'est là que je parlais de la bureaucratie. Quand, là, pour revenir un peu au Sénégal, je regarde encore le budget du Sénégal, le vote de budget. Et je ne cesse de le dire, même je le dis encore. Il faudrait qu'on m'explique. Il faudrait vraiment qu'on m'explique. Comment le ministère du budget peut être le 3e budget de ce pays? Qu'est-ce qu'ils produisent, ces gens-là? Sincèrement, il faudrait qu'on me dise. Regardez, le ministère de la Justice, du moins pour rester au Sénégal. Regardez le budget du ministère de la Justice. Nous Sénégalais, nous qui réclamons la justice. Les juges vous disent qu'ils ont pour un juge, il y a 400 dossiers. Pourtant, ce n'est pas les dossiers, du moins on fait des business plans. Il y a quand même les humains. Ils n'ont pas suffisamment de moyens. Qu'on nous explique, qu'on nous édifie, comment le ministère du budget fait le 3e budget du pays en sachant qu'avec toute la technologie moderne, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on peut produire, on peut optimiser. Et donc, quand l'État du Sénégal s'endette, c'est ça la question. Où est passé l'argent? Pour moi, c'est pas comme ça va être intéressant. Où est passé l'argent? On a vu que, d'accord, BRT, TER. Est-ce que ça profite aux personnes ou pas? Largement. Le reste, il est passé où? Mais comme dit Adama, ça passe en fait une partie dans le fonctionnement, une grosse partie dans le fonctionnement, avec les privilèges, avec les rappels, avec les montants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes fonctionnaire... D'où des réformes. Oui, d'où la digitalisation. Effectivement, d'où le besoin de réformes structurelles. Parce qu'il faut encore, je compare avec la Chine et moi, maintenant, là, j'ai pas peur des mots. Même le Japon, n'oubliez pas le Japon, on peut prendre l'exemple du Japon. Bien sûr. On leur a mis 2 bombes nucléaires, pas une seule, 2. Nagasaki et Hiroshima, 2. 45, tout est rasé. Quelques temps après, dans les années 80, premier pays en termes d'innovation technologique, ils inventent Sony, ils inventent toutes les Panasonic, en termes de véhicules, incroyable ce pays. Ils ont même inventé l'outil de production, c'est-à-dire pour sortir du Taylor, ils ont parti avec, j'ai oublié bref, ils ont inventé même, c'est-à-dire un mode d'opération que tout le monde utilise en fait, c'est-à-dire que le Kaizen. C'est ça, c'est-à-dire qu'en termes d'opération, d'excellence. Donc ce que je veux dire par là, c'est que nous, Africains, qu'a-t-on fait de nos dettes? On a pris des dettes, certes, mais qu'a-t-on fait de nos dettes? Et je trouve qu'il faut qu'on soit responsable, Adama. Comme j'ai eu l'occasion de le dire ici, le FMI n'a jamais obligé qui que ce soit. Adama a appelé de ses voeux, mais il faut quand même le FMI signe, mais ils ne sont pas obligés de signer. Ils ne sont pas obligés de signer, de la même manière que vous n'êtes pas obligé de leur demander de l'argent. D'accord? Donc, je trouve qu'il faut qu'on s'assume politiquement autour de ça, parce qu'il y a toujours ce côté, je ne dis pas que c'est moi ton propos, Adama. C'est que, mais nous, Africains, on dit que non, quand même, il faut que le FMI signe, mais il n'a pas envie de signer avec vous, en fait. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut que le FMI signe, j'implore le FMI. Oui, voilà, mais même ça. Même ça. C'est-à-dire que... Même ça. C'est-à-dire que je trouve que ça... Parce que mieux vaut restructurer sa dette, signer, souffler, que de laisser la situation pourrir. Le cas récent, c'est le Ghana. Je pense que l'année dernière, à pareille époque, le Ghana a été pratiquement le mauvais élève. Et aujourd'hui, miracle, c'est le meilleur élève, un petit peu, de l'Afrique de l'Ouest. C'est paradoxal, ou l'un des meilleurs élèves. Mais que la ciguë aurait dû être... La ciguë aurait dû être finalement très, très amère. Très socratique. Ouais. Et finalement, le Ghana qui ressort avec de très bonnes performances, mais c'est grâce au programme de restructuration, de rééchelonnement et même de forte décote de la dette intérieure de 30 à 40%. D'ailleurs, les bailleurs étaient très fâchés, les détenteurs de la dette ont beaucoup négocié, mais finalement, ça rentre dans l'ordre. Et justement, c'est intéressant de parler du Ghana comparé au Sénégal, puisque dernièrement, il y a un cabinet international qui a été chargé par les détenteurs de la dette sénégalaise, surtout les banques, de faire une simulation sur le Sénégal. Qu'adviendrait-il de ces banques qui sont fortement exposées sur le Sénégal
si le Sénégal allait en faillite. Donc, le cabinet a fait ses conclusions. Il a dit le Sénégal, ce n'est pas le Ghana. C'est vrai que le taux d'endettement, c'est 132% du PIB. Le Ghana, quand ça allait mal, c'était à moins de 100%. Hein. Donc, sur cet angle, on peut dire, ah oui, le Sénégal, ça va beaucoup plus mal. Mais là, qu'est-ce que le cabinet a dit? Le cabinet a dit, mais le Sénégal a un levier que le Ghana n'avait pas. Ce levier, c'est, excusez-moi peut-être de la propagande, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce marché financier que Rivo refuse de voir. Et ce marché financier fait que la situation sénégalaise, même à 132% du PIB, il n'y a pas péril en la demeure. Oui, parce que pas de la même proportion que le Ghana qui n'était qu'à... Il faut quand même qu'on puisse... En fait, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, le Ghana n'a pas l'UEMOA, Adama. Excuse-moi, Adama. Le Ghana n'a pas l'UEMOA, mais aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire que c'est une dette encore. Il faut qu'on puisse la rembourser parce que là, les gens oublient. C'est-à-dire que... Ils ont bénéficié de la dette. Mais une fois encore, c'est-à-dire que font-ils de cette dette, en fait, qu'ils lèvent? C'est ça la question. Si c'est pour le fonctionnement de l'État qui n'amène rien, en fait, il n'y a rien. Peut-être qu'ils vont vous dire, écoutez, mais si on ne lève pas, on ne peut pas payer les fonctionnaires, mais rationalisons les fonctionnaires, bon sang. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? C'est ça, en fait, la question. C'est-à-dire qu'OK, il n'y a pas de problème pour s'endetter. Et d'ailleurs, ce cabinet, peut-être là, si tu permets, Madjigen, par rapport aux banques, là, quand même, ça m'ouvre quand même un angle. Parce qu'effectivement, j'ai lu, comme toi aussi, sur le fait que, et c'était à ma grande surprise, que les institutions les plus exposées à la dette du Sénégal sont des banques. Donc, vous dites, mais vous êtes entrepreneur dans votre pays. Vous allez demander à ces gens-là, finalement, de financer votre projet. Ils vous disent non, en fait, parce que qu'est-ce qu'ils font? Comme des paresseux, en fait. Ce sont des paresseux, c'est ça le paresseux. L'État émet un BAT ou un OAT à 2 ans, à 3 ans, pour 6%, etc. et tout. Je préfère prendre 1 milliard de là-bas et puis laisser là-bas et puis espérer, finalement, que les choses, en fait, aillent bien. Sincèrement, Adama, la bonne nouvelle pour nous, c'est que nos banques ne sont pas systémiques. Aucune de nos banques n'est systémique. Et je le dis ici clairement. Bien fait pour eux. C'est-à-dire que s'ils tombent aujourd'hui, ils tomberont seuls. Ils amèneront personne avec eux. Pourquoi? Le taux de bancarisation est moins de 10% chez nous, contrairement au Maroc, où il est quasiment à 95%. Non, il est de 30%. Oui, mais peu importe. En tout cas, avec la mobile banking, on laisse frapper le mobile banking. C'est-à-dire que les banquiers, en fait, là, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que les banquiers, au lieu de financer des projets, du moins de nos entrepreneurs, des entreprises qui ont du moins des projets, pour demander des lignes de crédit chez eux, c'est croyez la bannière. Là, vous faites les ouaves en finançant finalement l'État du Sénégal. C'est un pari, c'est comme en trading, c'est comme à la bourse, c'est un pari. Là, ils perdent. Et effectivement, on ne versera pas une seule larme pour eux. C'est ça, en fait, que moi, je suis en train de dire. Parce que c'est grave ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre que parmi toute la dette que le Sénégal a levée depuis, les premiers, en fait, créanciers, ce sont les banques. Je dis, mais bon sang, mais... Donc, en termes de ratio, après... Derrière les banques, en fait, les compagnies d'assurance. Oui, compagnies d'assurance... Mais on ne demande pas l'argent aux compagnies d'assurance, Adama. Mais les banques, là... Elles n'interviennent pas frontalement, mais c'est elles qui placent beaucoup de leurs réserves techniques sous forme de DAT auprès des banques. Et les banques, donc, utilisent cet argent, plus bien sûr vos épargnes, les nôtres. Oui, mais pourquoi ils ne mettent pas du moins dans les projets? Dans les projets, moi, je pense qu'il faut quand même faire la part des choses, Rivo. Les PME présentent un risque élevé pour les entreprises au vu de... Mais l'État aussi, Adama, là pour... Au vu de l'historique des défaillances, au vu des manques d'informations. Et là, il y a des réformes à faire, mais elles doivent être menées conjointement, surtout par les États. Puisqu'il n'y a pas d'information fiable sur les entreprises. Une centrale des bilans, oui, ça existe un peu partout, mais à la RDE, je pense que vous savez ce que c'est. Donc, les banques se retrouvent. N'oubliez pas que de l'autre côté, elles sont tenues à avoir certains ratios. Oui, BAL 2, BAL 3, tout ce que tu veux. Les ratios prudentiels, etc., les BAL 2, etc. Mais pour financer les États, ils n'ont pas de ratio. Non, c'est le contraire. Et là, elles sont tenues donc à avoir un certain niveau d'information par rapport à leurs clients, aux PME. Elles sont tenues donc, d'autre part, à ne pas prêter sans avoir des garanties, certaines garanties.
Et là, je pense qu'il y a une réforme à faire pour les PME, mais ce n'est pas seulement, je ne porterai pas le tort du manque de financement seulement envers les banques. Je dirais qu'on a un écosystème qui est imparfait, qui est exposé à une problématique, c'est le manque total d'informations sur les bilans comptables des entreprises. Je pense que là, il y a un travail à faire. Mais on ne peut pas checker 2025 sans parler de l'Union africaine quand même et de sa gestion des crises politiques qui ont émaillé toute l'année, notamment que ce soit les coups d'État ou autres crises politiques. L'Union africaine, c'est la reine d'Angleterre. Quel a été son rôle? Rien. Rien. Non, rien. Non, regardez, je vais prendre un exemple. Oui. La guerre au Congo, entre le Rwanda et puis le Congo, qui l'a réglée? C'est-à-dire c'est une honte. C'est-à-dire que voilà un président qui appelle comme des gamins, deux présidents qui ne se parlent pas, comme d'habitude, ils ne se parlent pas, mais quand c'est appelé demain par le big boss, hop, tout le monde vient, tout le monde s'assied, tout le monde signe, tout le monde montre ses choses. Le problème du Congo et le Rwanda... Ça n'a pas été réglé pour autant. Non, mais ils ont quand même obtenu un cessez-le-feu. Même si dans la pratique... Dès le lendemain, il y a eu la prise de Oui, mais d'accord, mais c'est-à-dire que qui les a fait asseoir ensemble pour signer quelque chose? C'est juste ça, en fait. C'est-à-dire que, d'accord, tout ça, je reconnais. C'est une honte, en fait. C'est une honte. C'est-à-dire que, voilà une institution. Ça, c'est le premier exemple. Une institution qui devait régler ce problème de paix. Deuxième, l'État, l'AES, ça fait quasiment 5-6 ans qu'ils sont en proie contre les djihadistes. Quel mot, quelle solution l'Union africaine leur a-t-elle apporté? Rien. Non, rien du tout. Troisième élément, au Soudan, guerre au Soudan, complètement oubliée. Où est la solution, du moins de l'Union africaine? Ce que l'Union africaine sait faire, coup d'État, soi-disant à Madagascar, vous êtes suspendu. Coup d'État au Burkina, vous êtes suspendu. Des bureaucrates qui ne servent strictement à rien pour moi. C'est-à-dire que pour moi, eux, ils font honte de l'Afrique. On devrait même le dissoudre, en fait, de moi, cette institution. C'est vraiment ça, en fait, là, le fond de ma pensée. Aujourd'hui, allez, faites un sondage. Demandez aux jeunes, finalement, qui sortent là. Je demande à nos téléspectateurs, chez eux, au Bénin, à Madagascar, qui veut que l'Union africaine continue? D'ailleurs, qui même connaissent même qu'il y a même l'Union africaine? Non, c'est une honte pour moi. C'est-à-dire que la guerre entre le Congo et le Rwanda, la guerre la plus meurtrière, en fait, du moins que ce continent ait connu plus de 11 millions de victimes bon sang. Où est votre solution? Ils vont vous dire oui, quand même un petit peu, mais vous devez naturellement vous impliquer. Ce sont les Nations Unies, du moins qu'on appelle, du moins pour amener du moins des casques bleus. Où vous êtes? En Centrafrique, je ne parle même pas. Et toutes les zones, en fait, en Mozambique aussi, une partie de la Mozambique a un problème. La Somalie. Bref, ils sont où, en fait, parmi toutes ces difficultés-là? C'est là qu'on voit. Et à quoi ils servent? Vous me dites? Ils s'en foutent parce que leur budget, c'est payé par les étrangers. Peut-être, ok, je l'accorde. Ils en votent parce que l'Union africaine. Non, c'est-à-dire que... Je trouve étrangement que mon cher Rivo est très sévère vis-à-vis de l'Union africaine. C'est vrai. C'est mon tempérament, peut-être, à demain. Une partie de leur budget est financée par l'Union européenne. C'est une honte. C'est clair. Mais c'est une honte. Là, déjà, pour les souverainistes, je pense que, heureusement que les cordes sont loin. Mais c'est quand même une situation intenable. C'est pour cela que... Un bâtiment construit par la Chine, c'est quand même une honte. Voilà, elle est logée par la Chine. Non, mais quand même. Qui aurait laissé des capteurs quelque part. Voilà, et vous faites les kékés, selon les Américains. Il faut qu'ils arrêtent. Il y a eu des tentatives quand même pour sortir de cette situation. C'est pour dire que l'Union africaine progresse en dépit contre tout. Il y a eu des tentatives, il y a eu cette fameuse taxe Kagame, 0,2% sur les droits de douane, les recettes des droits de douane pour financer justement l'Union africaine. Certains pays l'ont transposé et versent, d'autres ne le font pas. Peut-être l'info en 2026 serait de dire quels sont ces pays africains, ces chers pays africains qui refusent de participer à l'effort commun. Parce que la volonté politique, c'est là. On se dit oui, on fait de belles résolutions. On dit même qu'on est souverainiste, mais quand on dit passer à la caisse, on dit non. Et dernièrement, vous avez vu, le Cameroun a été suspendu. Oui, mais c'est simplement ça qu'ils savent faire, suspendre. Mais quelle solution? Non, pour un montant dérisoire pour un État. Donc, de ces cotisations, il y a beaucoup de pays qui ne payent pas leurs cotisations. Mais ils ont raison. Donc, on revient à la base. L'Union africaine, c'est l'organe supranational, mais la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Oui. Si l'Union africaine est laissée à elle-même, elle est moche, si les pays
Sinon, elle est belle, c'est une très Elle belle est moche, idée. elle est moche. C'est une très belle idée. Avec un projet commun, la zone de libre-échange continentale, qui pour moi, depuis l'indépendance de l'Afrique, depuis que, comment dirais-je, que le Ghana a proclamé son indépendance, le seul projet solide et costaud que nous ayons eu, au-delà de toutes les verticalités qui existaient, au-delà de tous les schémas coloniaux, je dirais même depuis la conférence de Berlin, le seul projet qui puisse nous sortir justement de cette balkanisation de l'Afrique, c'est la zone de libre-échange continentale. Que vous le voyez ou non. Bien. D'abord, elle réconcilie le souverainiste que vous êtes avec nous autres, les sans idéologie, puisqu'elle nous réconcilie autour de l'intérêt commun, l'intérêt général. Et l'intérêt général de l'Afrique, puisque vous évoquiez le cas de la Chine, c'est d'avoir 1,4 milliard de consommateurs interconnectés, sans barrière entre eux, qui puissent commercer, échanger. C'est de cet échange que jaillira la richesse. La Chine, elle ne s'est pas faite sur l'or, ou bien le tintane, ou bien l'uranium, en clin d'œil à nos amis du Niger, qui sont en train d'exporter leur uranium par camion vers le port de Lomé, en contournant le Bénin. Donc, la Chine, elle s'est faite sur un levier, c'est sa population. L'Afrique, la seule force qui puisse la sortir donc, de ses carences, de cette dette excessive, la seule force, elle est sa démographie. Une des forces en tout cas. Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas alors, parce que sinon le Mali exporte 60 tonnes d'or, mais pour autant il n'arrive pas à avoir plus de 6 heures d'électricité. Oui, le Burkina exporte combien de tonnes d'or? Mais la seule force qui est déterminante pour un pays qui n'est pas premier sur la technologie, pour un continent qui n'est pas premier sur la technologie, qui n'est pas premier sur la science, qui n'est pas premier sur les brevets, qui n'est pas premier sur les Nobel. Qu'est-ce qui nous reste à la fin de la journée? C'est le poids démographique, c'est ce levier. Et c'est ce marché, cet immense marché de 1,4 milliard de personnes. Je rappellerai toujours l'exemple de la BMW. Quand les Chinois l'ont copié et que les Britanniques et les Allemands ont dit « Ah non, on va vous punir, vous avez copié notre voiture, cette berline que vous présentez, elle ressemble étrangement à la nôtre. » Et les Chinois ont dit « Écoutez, on vous interdit notre marché, chacun part chez soi. » Et ils sont revenus négocier et installer donc leur industrie automobile. Ça nous permet de faire la transition sur l'année à venir et essayer de voir quels sont les principaux défis pour l'Afrique en 2026. Ok, laisse-moi peut-être rapidement répondre à Damas. Rapidement, parce qu'on est très préparés. J'ai bien aimé sa plaidoirie sur la ZLECAf et moi je suis le premier, mais je pose juste la question et puis je ferme la parenthèse. Rapidement. A-t-on mis une première pierre pour la mise en œuvre du moins de la ZLECAf? La réponse est non. Donc, non. Bon, ok, je réponds maintenant à ta question. Non, là, j'ai besoin. Je réponds à ta question. Je réponds à la question de Magic. J'ai besoin de lui répondre. Non, j'ai besoin de la question de Magic. Alors, plus de 20 pays ont déjà transposé. Oui, mais est-ce qu'on a mis en œuvre, Adama? C'est-à-dire que tout ça, c'est des trucs théoriques. Plus de 20 pays est-ce qu'on a mis en œuvre dans le droit national. Oui, mais est-ce qu'on a mis en œuvre? Mais oui. On a fait une émission ici. Est-ce que le camion qui quitte Dakar pour aller à Bamako, est-ce qu'il n'est pas arrêté? Est-ce qu'on va qu'il à Côte d'Ivoire n'est pas arrêté? Donc, il faut qu'on arrête. L'Union africaine, c'est une coquille vide. C'est juste une bande de bureaucrates qui ne servent strictement à rien. Donc, de toute façon, pour l'année prochaine, pour répondre à Madjiga, excuse-moi, l'année prochaine. Là, je renvoie les lecteurs à notre débat sur la ZLECAf. Effectivement. Voilà, on a fait un large débat où il y a beaucoup d'avancées. Les antennes de Financial Afrique TV. Effectivement. Maintenant, si on revient perspective l'année 2026. Je pense que le vrai défi maintenant, bizarrement, parce que nous, on danse du tango. Même si c'est argentin, on danse du tango. Un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a pensé avoir dépassé depuis 2 décennies, peut-être une génération, c'est les coups d'État. On y est. Donc 2026, pour moi, c'est ça, je dis en fait. C'est-à-dire quand vous êtes dans une situation un peu comme le Sénégal, par exemple le cas du Sénégal, un peu morose, et en plus, quand vous regardez les autres marchés qui n'ont pas du tout stable, en fait, c'est vraiment le facteur stabilité. C'est-à-dire qu'en termes de maîtrise de risque, tous les investisseurs vont regarder où sont les risques. Comment finalement appréhender le risque, comment finalement on va faire en sorte qu'on puisse en fait passer 2026. Parce qu'il y aura ça aussi finalement, en termes de phase d'observation.
Et je trouve que, bon, le FMI a sorti son prévisionnel, demain comme chaque année, demain sur différentes zones. C'est un rituel. Voilà, ouais. Donc l'Afrique de l'Est, c'est là, ils disent finalement que je pense qu'aux alentours de 6%, notre zone, c'est aux alentours de 4 ou 5, voilà, ce genre de choses. Alors nous, c'est 6,7%. Voilà, quelque chose comme ça. D'après la BCE. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, on sera toujours en croissance, on sera encore en croissance, et c'est tant mieux. Mais comme je l'ai dit encore, comment nos dirigeants politiques des différents pays vont transformer concrètement cette croissance? Parce que jusque-là, il n'y a aucun pays qui est officiellement en récession. Récession, ça veut dire que vous avez un taux de croissance, en fait, du moins qui est négatif. C'est la zone australe, comme je l'ai dit, finalement, qui a la croissance la plus atone, parce que c'est aux alentours de 1%. Donc, comment... Parce que, ça y est, là, c'est comment on appelle ça, là, la bombe démographique, du moins tous les adjectifs superlatifs qu'on a dit, finalement, les problèmes, ça y est, là, il est désormais. La jeunesse est là, pas de travail, pas de perspective, les entreprises licencient, il y a des coups d'État, les militaires prennent le pouvoir, personne ne sait, on s'approprie, la justice n'est plus, on perd de liberté. Comment, en fait, on va faire? Et je pense que si le politique en 2026 ne prend pas vraiment, c'est-à-dire qu'au-delà de leur schéma habituel, là, oui, croissance pour montrer juste les statistiques, on va avoir des problèmes. Mais comment ils vont transformer concrètement, même le peu en fait qu'ils ont, en quelque chose de palpable et de réel pour améliorer le quotidien de chacun. Nous, là-bas, dans mon île, là-bas, ils ont un problème d'eau et d'électricité, c'est quand même dingue ça. D'eau et d'électricité dans la capitale depuis 10 ans. Vous imaginez, dans une capitale depuis 10 ans, vous n'avez pas d'eau et puis vous n'avez pas d'électricité. Chez nous, ici au Sénégal, le défi, c'est quoi? C'est déjà, dans nos vies quotidiennes, en termes de pouvoir d'achat, l'emploi des jeunes, annihiler tous ces départs qui vont toujours à l'étranger, les jeunes qui meurent en pleine mer. Ça continue, même si on n'en parle pas, ça continue. C'est quand même, voilà, ça continue. Dans les autres pays, comment vous allez faire, par exemple, un pays comme le Bénin, voilà, le président, comme on a dit, finalement, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que, voilà, à peu près quand même commun, il a fait du bon travail, mais comment se fait-il que il y a une frange de son armée, quand même, de services spéciaux, des services spéciaux, qui viennent en fait, qui viennent le défier en le tuant. C'est-à-dire vraiment, il y avait des coups, c'est-à-dire qu'entre Béninois, il y avait des échanges de coups de fête. C'est quand même dingue cette histoire, demain quand vous réfléchissez bien. Voilà, donc comment tous ces pays-là, pour moi, en 2026, Côte d'Ivoire, Mauritanie, tous les zones de l'AES par rapport à la sécurité, comment eux, ils vont transformer le peu qu'ils ont en quelque chose de palpable désormais par rapport à la population. Je pense que si ce n'est pas réglé, oui, on va avoir quelque chose en fait d'encore pire. Je ne sais pas, je ne le souhaite pas, mais quelque chose peut-être qu'on n'a pas encore vu qui vont se manifester parce que juste les gens n'en peuvent plus. Adama, vos perspectives pour 2026? Oui. Alors, mes perspectives se mélangent aux vœux. Je ne sais plus par quoi il faut commencer, mais je pense que la CEDEAO doit prendre ses responsabilités par rapport à ce que Rivo évoquait, les coups d'État. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, les coups d'État ne font pas partie du champ rationnel des choses, des événements prévisibles. Les coups d'État, c'est des aventures singulières, personnelles, humaines, des officiers, souvent qui reviennent de guerre, comme le jeune marin, et qui se réveillent avant tout le monde, qui viennent interrompre l'ordre constitutionnel, qui s'accaparent des pouvoirs, qui en jouissent, et pour certains qui se parlent des vertus du souverainisme pour faire durer encore le supplice pour le peuple. Puisque moi, les coups d'État que je vois, c'est des aventures individuelles. Le cas du Bénin l'a montré. Et il faut que la CEDEAO puisse trouver une solution en puisant dans ses règlements, dans son mode de fonctionnement, dans ses protocoles, les moyens juridiques nécessaires pour stopper ce fléau. Parce que sinon, aucune démocratie ne sera épargnée. On a vu le Bénin, qui est quand même le Singapour, comme on l'a dit dans cette colonne. Le Singapour, carrément. Le nouveau Singapour, par ses prouesses macroéconomiques. Ça commence toujours par la macro, cher Rivo. Okay. Le ruissellement tant vanté, il n'est pas... qui n'existe pas peut-être, mais il se fait dans certitude. Le temps. La courbe sociale, elle ne réplique que très lentement la courbe économique. Il faut du temps, peut-être une génération, mais la bonne trajectoire, elle se confirme d'année en année. Et là, ça permet d'engranger des progrès. Maintenant, la CEDEAO doit prendre ses responsabilités par rapport au régime militaire. Elle doit être épaulée par l'ONU et l'Union africaine.
Maintenant, si la CEDEAO prend ses responsabilités par rapport au changement constitutionnel par la force, elle doit aussi prendre ses responsabilités par rapport au tripatouillage constitutionnel. Je pense que c'est la prochaine avancée majeure de la CEDEAO. N'oubliez pas que la CEDEAO a connu le protocole sur la démocratie et les droits de l'homme date de l'année 2000. Donc, c'est un processus en continu, la CEDEAO. C'est toujours perfectible. Donc, en l'an 2000, c'était une grande vague, un grand moment de démocratie. Donc, les présidents Wade et Obasanjo ont jugé utile d'apporter ce protocole pour préserver la démocratie. Puisque la CEDEAO, c'est vraiment la CEDEAO des peuples, c'est-à-dire la démocratie est imparfaite, mais c'est le meilleur régime quand même. C'est le moins pire des régimes. Et ce qu'il faut maintenant faire, peut-être, au-delà d'interdire un changement constitutionnel majeur 6 mois avant les élections, c'est carrément d'interdire un changement constitutionnel au bénéfice dans l'individu. C'est vrai qu'il faut concilier la répression du coup d'État militaire et la répression du coup d'État civil. Mais l'un comme l'autre, c'est des menaces contre la démocratie. Et moi, ce qui m'étonne toujours, et ça va m'étonner encore en 2026, c'est de voir de vrais démocrates applaudir des coups d'État. Nous allons faire un dernier tour de table, mêlé sans doute à vos vœux pour l'année 2026. Si vous avez une recommandation pour les gouvernements africains et les acteurs du privé pour 2026, quelle serait-elle? Acteurs privés, peut-être je ne suis à l'aise, mais gouvernement, je laisse Adama peut-être, effectivement. Bon, pour être plus sérieux, recommandation, naturellement, c'est toujours difficile parce que chacun, en fait, est libre de dessiner sa stratégie. Mais je pense qu'Adama l'a dit dans son propos, ça que je retiens, c'est l'union fait la force. C'est-à-dire que c'est-à-dire que si on doit faire quelque chose, c'est maintenant, parce que seul dans son coin, on va tous avoir des problèmes. Donc peut-être l'appel que je fais aux entrepreneurs, c'est maintenant qu'il faut se regrouper, c'est maintenant qu'il faut s'échanger, c'est maintenant qu'il faut changer du moins des bons procédés, parce que 2026, ça va secouer partout. Ça, c'est le niveau 1. Maintenant, par rapport à ta question, par rapport au gouvernement, comme je le dis, je maintiens, c'est ça. Quelle est votre capacité à transformer de manière concrète, pas dans les idées, stratégies dans 2030, là. Quelle est votre capacité à transformer avec ce que vous avez la vie des gens? C'est-à-dire que, quand je dis en fait la vie des gens, c'est quoi? On a un problème d'embouteillage, c'est pas réglé, comme hier, par exemple, ici à Dakar, c'était incroyable. Pourtant, vous étiez contre le terre. Bref, non, j'ai jamais dit que moi j'étais contre le terre. J'étais contre, en fait, c'est-à-dire que le financement du terre, c'est pas la même chose. Mais le terre, il suffit d'aller à Dama, il suffit d'aller en ville le soir, demain à 17h, le nombre de personnes demain qui profitent demain de ce moyen de transport, demain comme on a dit, mais c'est le financement qui nous pose problème. On était ici, le Maroc, le Nigeria, pour la même somme, avait fait un TGV. Nous, pour la même somme, on a juste fait un truc de 30 km. C'est ça en fait la question. Mais sur l'utilité du terre... Et là, ça vient d'arriver à l'aéroport. Ben, voilà. Donc, des essais. Bon, bref, voilà. Donc 60 km, mais demain ça ne change rien, mais les autres, ils ont un TGV avec plus de 400 km. Nous, bon, bref. Mais ils ne partent pas de zéro. Ok, bien. Très bien. Donc là, j'ai perdu mon fil, mais donc je disais, donc finalement, donc, par rapport au gouvernement, c'est leur capacité à transformer de manière concrète. C'est-à-dire que dans les quartiers, il n'y a pas de benne pour mettre des poubelles. En fait, l'amélioration de la vie quotidienne des personnes, quoi. Nos enfants partent à la cantine. C'est les mairies ou bien les... Non, mais tout ça, ce sont les politiques, Adama. C'est les mairies ou bien le gouvernement mais central. tout ça. C'est-à-dire que tous ceux qui sont responsables politiques de nos pays, ceux qui sont élus, d'accord? C'est-à-dire que lorsqu'on va faire des papiers, est-ce que c'est normal, par exemple, là je parle du Sénégal, qu'on va légaliser quelque chose qui est déjà légal? C'est-à-dire que vous avez un passeport, il faut légaliser le passeport. C'est tout ça, en fait, que j'appelle l'amélioration concrète de la vie des gens. Est-ce que c'est normal lorsque vous arrivez à la justice, à l'administration, la personne n'est jamais là? Vous dites à 8 h, vous rentrez à 8 h, la personne demain se pointe à 9 h. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que votre capacité à transformer, en fait, la vie quotidienne des gens. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait, le conseil que j'aimerais leur donner. S'ils ne le font pas, sérieusement, la CEDEAO, tout ça, et là, je suis content qu'Adama, finalement, ait pu bien équilibrer, finalement, parce qu'on parle toujours des coups d'État. Mais qu'en est-il de ceux qui tripatouillent, finalement, la Constitution, les coups d'État civil? On doit les appeler. Et ceux qui éliminent leurs adversaires au bout de 6 mois de l'élection, tout ça, il faut qu'on pose tout ça sur la table. Si on ne règle pas ça, pour moi, l'amélioration au quotidien de la vie des gens, désormais 2026,
ça va être compliqué. Ok, Adama, au dernier mot. Voilà, moi je dirais toujours, pour esquiser Rivo auprès des lecteurs et de ceux qui nous suivent, que nous autres commentateurs, nous avons la position la plus confortable par rapport aux acteurs. Donc nous leur demandons de l'indulgence si parfois nos passions ont débordé durant l'année 2025. Et pour 2026, nous leur souhaitons le meilleur en leur disant une chose essentielle. La question sera toujours combien d'emplois allons-nous créer pour les jeunes? Parce que c'est ça la grande urgence, c'est même une bombe sociale pour les Africains. Maintenant, le vœu que je formule, il a un chiffre, c'est 29,97. C'est la grande résolution votée récemment par l'ONU pour le plan d'autonomie du Maroc sur son Sahara. C'est l'un des vieux conflits qui était encore là depuis la guerre froide. Et je pense que ces deux puissances, l'Algérie et le Maroc, si à travers cette résolution, si elles ouvraient leurs frontières et se faisaient la paix, nous allons avoir, puisque nous avons l'Afrique du Sud sur le versant austral, nous allons avoir une très grande puissance au nord de l'Afrique et qui va être capable d'absorber une bonne masse du chômage interafricain, puisque nous sommes à l'heure de la ZLECAf, on est tous interconnectés. Là où la Libye, à elle seule, arrivait quand même à prendre une très bonne partie de la vague migratoire qui allait vers l'Europe, parce que c'est après 2011 que cette vague s'est accélérée, quand la chute de Kadhafi, le retour vers le Mali, l'exil vers l'Europe. Là, je pense que le tandem Maroc-Algérie pourrait générer suffisamment de prospérité pour permettre aux pays du Sahel, parce qu'ils sont liés de manière ombilicale avec le Maghreb quand même, et pour permettre à ces pays d'avoir un peu de prospérité, pour faire rouvrir les grands corridors transsahariens, puisque avant, du temps des caravanes, c'était le corridor qui allait un petit peu du sud marocain, algérien, vers le Mali, vers la Mauritanie, vers le Niger. Donc ces grands corridors qui sont asséchés, qui n'ont aucun accès à la mer. Donc en voyant ces deux pays s'unir, non seulement ça va créer un commerce et une économie transsaharienne, mais ça va permettre de lutter aussi contre le terrorisme. Puisque là, les terroristes profitent des divergences pour s'installer dans les zones frontalières, pour s'installer dans les zones d'ombre, que ce soit entre l'Algérie et le Mali, ou bien la zone dite des trois frontières, vers le Niger, Burkina et Mali. Donc, on a besoin de paix, de prospérité. On a besoin de trouver une solution aux dettes. Et là, ça ne sera pas d'une baguette magique. Il faudrait qu'on se débrouille, qu'on trouve des solutions pérennes et endogènes, puisque les solutions extérieures ne font que repousser d'une année, de 5 ans. C'est des cycles à répétition. Le Ghana aujourd'hui, l'Éthiopie hier, la Zambie il y a 2 ans, et puis à qui le prochain. Donc sortons de ce cycle infernal dans une Afrique unie, intégrée, loin des populismes, loin des extrêmes droites qui m'inquiètent aussi, loin de l'ethnicisme qui m'inquiète aussi, parce qu'on voit sous des verres de faux nationalisme pointer encore des illusions de machétistes qui chassent l'étranger africain. Et cette haine de l'Africain envers l'Africain, je prie vraiment que ça s'arrête. Merci beaucoup, Adama. Que ta prière soit exaucée. Du coup. Amin. Merci, Rivo. Merci d'avoir été sur ce plateau et de nous avoir accompagnés durant toute cette année 2025. C'est un plaisir. Merci, cher. Un plaisir tout à fait partagé. Oui, et vous avez converti Amadjiguène au socialisme. Réformateur. Faut croire. Au souverainisme, plutôt que au souverainisme. C'est vrai que j'ai tendance à mélanger ces deux thèmes. En tout cas, merci aussi aux
aux internautes d'avoir été avec nous aussi avec cette émission du Grand Débat tout au long de cette année. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous vous souhaitons de terminer l'année 2025 en beauté et nos meilleurs voeux pour 2026, que ce soit une année beaucoup plus favorable pour le continent africain et même pour le monde. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Grand Débat. Merci. Au revoir. Merci.